Mesdames et messieurs, vous faites bien de regarder Canada International. Il est 13 h à Nitoukouf, c'est dans le Mbaminoubou. Bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Canada International. Voici les titres. Dialogue national, les journalistes anglophones plaident pour une meilleure prise en considération de la presse et surtout un accompagnement meilleur. Promouvoir les filières agricoles et forestières sans contribuer à la déforestation, c'est possible. Les acteurs publics et privés sont réunis à Douala depuis ce matin pour soutenir une production réduite et durable. Nous tenterons de joindre à cet effet sur place Lil Pidjou et Terinana pour plus de précisions. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal de la mi-journée sur Canada International avec les consultations en prélude du dialogue national qui se poursuivent dans les services du Premier ministre. Les mouvements et associations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest portent leur doléance à John Goutier et hier soir, les journalistes anglophones du Cameroun réunis au sein de leur association, la Camasège, ont plaidé pour une meilleure prise en considération de la presse et surtout de son accompagnement. Je vous propose d'écouter Simone Lianga et Christophe Nga au micro de Brand Kamga et Samuel Bonis. Nous avons rencontré le Premier ministre, nous lui avons parlé de notre ras-le-bol parce que vous connaissez que les journalistes sont beaucoup en difficulté, surtout ceux qui vivent dans les deux régions en difficulté. Il y a des journalistes qui sont tués, il y a des journalistes qui sont kidnappés, il y a des journalistes qui sont arrêtés et il y a d'autres qui sont en fuite parce que ils ont peur. Il y a beaucoup qui n'arrivent plus à exercer leur profession parce que ils se disent que dès que vous écrivez, si c'est bon pour celui-ci, si ce n'est pas bon pour l'autre, vous êtes arrêté ou bien vous êtes kidnappé. Donc nous sommes venus dire au Premier ministre que pour que les choses marchent bien, il faudra que tout ça soit pris à contribution pour que les journalistes soient à l'aise pour communiquer, parce que ce n'est que les journalistes qui peuvent édifier l'opinion publique sur ce qui se passe. On a encore parlé d'un soutien pour la média, la même attention, la même traitement qu'on donne aux militaires, aux gouverneurs, aux préfets, que le gouvernement aussi nous donne ces attentions, ces soutiens, parce que le média a un jour majeur à jouer dans cette situation de crise. La diaspora camerounaise a également son mot à dire dans ce grand dialogue national prévu du 30 septembre au 4 octobre prochain au palais de congrès de Yaoundé. Précisément la question de la double nationalité qui pourrait être avantageuse dans le développement et l'accélération de la mise sur pied de la décentralisation. Je vous propose d'écouter à cet effet une attitude du maire Blaise Kaké en charge de l'emploi et de l'insertion à la mairie de Fos en France. Ce qu'on va apporter, c'est la continuité d'un travail qu'on a fait à travers le DAVOC qui avait déjà été organisé à Paris, à travers le FODIAS pour lequel on a au Cameroun, par exemple, et à travers aux différentes rencontres qu'on fait. Aujourd'hui, on a plusieurs structures qui sont en place. Vous avez FRACAM, vous avez l'Union des Camerounais de l'étranger, vous avez des associations communautaires, mais parfois on a du mal à avoir une convergence globale de cela. Et on avait fait déjà un gros travail au niveau de la représentation diplomatique, mais au changement des interlocuteurs, on est obligé de tout recommencer, et ce qui nous met un peu en retard dans nos différents programmes. Et je donnerai un exemple simple où on a quand même une unanimité, on en a travaillé au FODIAS, la caution de double nationalité. Tout le monde est d'accord. On en a parlé,
On a un ministre qui, lors du FODIAS, nous a dit que la femme camerounaise ne perdait pas sa nationalité de façon juridique et qu'il donnerait des informations parce que souvent, les interlocuteurs qu'on a au niveau de l'aéroport, entre autres, ne le savent pas. Mais par exemple, une femme camerounaise, si elle n'a pas demandé la nationalité du pays d'accueil ou si elle ne demande pas à perdre sa nationalité, le fait qu'elle prenne une autre nationalité ne lui fait pas perdre sa nationalité camerounaise. Donc, finalement, même les droits que la diaspora a, on n'arrive pas toujours à les faire valoir. Parlons de toute autre chose. Le ministre des Relations extérieures expose les charmes du port de Kribi. C'était à travers la journée dénommée Journée de promotion du port à eau profonde de Kribi auprès des diplomates. Cette démarche qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie économique vise à informer et à imprégner les membres du corps diplomatique, les représentants des organisations nationales et les partenaires économiques sur les atouts de la place portuaire. Le reportage est signé Luc Vandorf, Yanis Kamga. En image, le port autonome de Kribi. Focus sur la mégastructure, ses dessertes, son potentiel économique. Le pôle d'échange se dévoile en 24 heures. La cible, les diplomates, les organismes internationaux et les investisseurs de tous bords. Le directeur du port de Kribi présente les offres d'attractivité. Objectif, faire de sa structure un levier économique stratégique. Nous avons des équipements ultra modernes de dernière génération qui permettent donc également d'avoir des cadences hyper rapides. Et je voudrais ajouter le fait qu'en termes de procédures, nous avons commencé directement avec des procédures dématérialisées, ce qui réduit également les temps d'attente des navires et autres choses. Nous avons également un foncier important que nous mettons à la disposition des investisseurs potentiels. Le MINREX, hôte de ces rencontres B2B, se réjouit de faciliter les échanges et de s'opposer en présentoir pour cette niche d'opportunités. Le port autonome de Kribi est une grande vitrine que le ministère des Relations extérieures se doit de montrer au monde, d'en faire la promotion sur la place internationale pour qu'il contribue véritablement à son objectif, à savoir booster, lancer, promouvoir, accroître le développement du Cameroun. À long terme, le port autonome de Kribi envisage, au-delà d'être un port de marchandises, s'étendre à la croisière pour les touristes. Produire le cacao et exploiter le bois sans détruire nos forêts, c'est possible. Le Cameroun est activement engagé dans la promotion des filières agricoles et forestières qui ne contribuent pas à la déforestation depuis quelques années déjà. Pour relever ce défi, le Centre de recherche forestier international organise depuis ce matin un atelier à Douala pour améliorer la gouvernance de ces filières. Retrouvons sur place nos reporters Lil Pidjouf et Thierry Nana. Bon après-midi Robert Charlitok, bon après-midi aux téléspectateurs de Canal International et merci de nous retrouver ici à Bonanjo où se tient en ce moment même une réflexion sur la traçabilité des produits agricoles et forestiers mais surtout les formes de gouvernance dans les filières cacao, café. Et pour avoir plus de précision, nous allons rencontrer un agronome, surtout consultant dans les filières cacao et bois. Il s'agit bien de Simon Bassanaga. Bonjour et bon après-midi. Bonjour madame. Alors quelle est la problématique d'une telle rencontre ici dans la ville de Douala? Vous savez, depuis 2-3 ans, le gouvernement de la République a pris une orientation nouvelle en ce qui concerne la filière cacao. Nous sommes en train de passer résolument à l'amélioration de la qualité pour être plus attractif sur les marchés et être plus compétitif en matière de prix. Et la filière bois devient pour nous un peu une référence. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine organisation et une discipline qui est mise en place dans la filière bois qui pourrait être profitable à la filière cacao. Je vais vous prendre 2 exemples.
Vous savez, aujourd'hui, la filière cacao est à la croisée des chemins au Cameroun. Pourquoi? Pour deux raisons. La première est que dans les semaines qui suivent, il y a un type nouveau de cacao qui sera mis au marché au Cameroun et ça sera le premier en Afrique. C'est un cacao d'excellence, un cacao gamme de haute qualité que nous appelons cacao d'excellence. Bientôt, parce que les contrats sont déjà noués, il sera exporté dans les semaines qui suivent. La deuxième chose, c'est que vous êtes sans ignorer, madame, que depuis quelques mois, le Cameroun vient d'être inscrit, admis à l'initiative, qu'est-ce que je veux dire, l'indication géographique protégée. Donc, si tout se passe bien, en 2021, le cacao rouge brique origine Cameroun sera une indication géographique protégée à l'instar du poivre de Penja, du miel de Oku. Merci beaucoup, Monsieur Simon Bassanaga. Je rappelle que vous êtes agronome et consultant dans les filières cacao et bois. Et cet atelier va durer pratiquement 2 jours. Et à la fin, on aura certainement de recommandations pour améliorer ces filières au Cameroun. Depuis la falaise Bonanjo, Henri Tinda, l'île Piéjou pour Canada International. Merci Lil Pidjouf. Déjà 10 ans que le gouvernement camerounais, en collaboration avec l'Agence des États-Unis pour le développement international, mène une lutte acharnée contre les maladies zoonatiques, un véritable danger pour les populations. Autour d'un partenariat fructueux, les deux instances, à l'initiative du projet nommé PREDIC, ont clôturé les activités ce mardi 24 septembre à l'occasion d'une cérémonie organisée à Yaoundé. Le compte rendu de cette rencontre, c'est avec Maïva Nouga et Constant Kanga. Le projet PREDICT, lancé en 2009 au Cameroun dans le but de surveiller des menaces liées aux maladies zoonotiques émergentes, est arrivé à son terme. Après 10 ans d'activité, cette initiative, fruit de la collaboration entre le Cameroun et l'Agence des États-Unis pour le développement international, visant à prévenir la transmission des maladies infectieuses des animaux aux humains, est porteuse de résultats concluants. Ce projet a permis d'identifier des nouveaux virus, plus d'une centaine. Ce projet a également permis de favoriser une collaboration intersectorielle. Ministère de l'élevage, ministère des forêts, ministère de la santé, ministère de la défense. Et ce projet a également permis donc de renforcer les capacités d'une expertise nationale capable de surveiller les maladies, l'homme et les animaux. Surveillance de la faune sauvage, des patients dans les hôpitaux et surveillance communautaire des individus à haut risque, telle est l'approche de travail adoptée par les acteurs du projet. Le gouvernement américain, pôle principal de ce programme, exprime sa satisfaction par la voix de sa représentante. Nous avons fait beaucoup des investissements dans le secteur sanitaire ici parce que pour nous, vous devez avoir une population qui est saine, qui peut travailler très dur pour le progrès du pays, pour leur famille. Donc c'est très important pour travailler ensemble pour faire beaucoup de progrès dans ce secteur. Donc moi je peux dire, nous sommes très heureux avec les collaborations avec le gouvernement camerounais et j'espère que nous pouvons continuer en certaine forme toutes les activités. Ces dernières années, les activités appuyées par le projet PREDICT se sont prioritairement penchées sur la région du Sud Cameroun, potentiel foyer à risque des maladies zoonotiques. Et pour cause, la forte consommation de gibier de brousse par les populations de cette région-là. Pas de femmes mères titulaires dans la région de l'Adamawa. Les femmes représentent 20% des sénateurs et 30% des députés. Une représentativité discriminatoire en politique due à la loi électorale muette sur la parité et les quotas selon ces femmes réunies récemment en Gaoundéré dans le cadre d'un café genre. Les détails avec Eringeli. Égalité des chances pour tous. Parité 50-50. Ou à défaut, mettre en place des quotas et assurer la représentativité des femmes à toutes les strates de l'appareil de l'État. Voilà ce que propose celle de l'Adamawa pour les échéances électorales de 2020 au Cameroun. La loi est muette par rapport au quota du nombre de femmes dans les listes des candidatures. Donc ça freine réellement la participation massive des femmes. Même dans la politique menée par les Nations Unies,
ils encouragent la parité 50-50. Peut-être qu'avec la parité 50-50, on aura des femmes à des postes régaliens. L'adoption du rapport genre depuis quelques années dans le recrutement des ressources politiques de l'État renvoie ces dernières à une portion congrue. Le principal problème, c'est les pesanteurs sociaux, culturels, le problème de financement des femmes, le problème de manque même d'éducation. Les femmes ont aussi posé le problème de coaching. Il n'y a pas d'accompagnement. Aussi, en chiffres, la Dama Ouasseo, comme maire titulaire de sexe féminin, 7 adjointes sur 21, 90 conseillères municipales sur 577, 2 sénateurs et 3 députés sur 10. À la présidentielle du 7 octobre, elles sont moins de 99 000 ayant effectivement voté sur près de 194 000 pourtant inscrites. Les frustrations, ça ne manque pas, mais en politique, quand vous dites politique, c'est quoi? On ne déroule pas le tapis rouge à quelqu'un. Nos recommandations, nous aurons un temps pour les évaluer, parce qu'il faudrait qu'à la fin du mois, qu'on sache déjà combien de femmes se sont déjà engagées. Le récent Café Genre, organisé en Gaoundéré avec l'appui d'ONU Femmes, a servi d'exutoire aux frustrations des femmes. L'huile de palme est au centre d'une table ronde qui se tient depuis ce matin à Douala. Il s'agit entre autres de faire ressurgir non seulement son importance, mais aussi et surtout ses quelques points nocifs afin de mieux comprendre le processus standard de certification. Pour plus de précision, nous tenterons de joindre sur place nos reporters Alex Tembé et Thierry Nana. Bon après-midi Robert Charlie Toc, bon après-midi à tous les téléspectateurs, surtout à ceux qui suivent le 13h en ce moment. Il s'agit bel et bien ici d'une table ronde qui s'articule sur la consommation de l'huile de palme durable et l'environnement. Il est également mis en exergue ici le volet importance de l'huile de palme ainsi que ce volet nocif pour l'environnement. À la question de savoir quels sont les objectifs ainsi que les attentes de cette table ronde, un expert nous répond. L'objectif de cette assise aujourd'hui, c'est pour d'abord sensibiliser les partenaires qui sont là, les différents parties prenantes, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. Il faut réunir tous les secteurs, réunir tous les parties prenantes, les sensibiliser sur la production durable de l'huile de palme. Et à la fin, c'est l'objectif visé pour aujourd'hui, arriver à un niveau où nous allons prendre la décision tous d'aller vers une interprétation nationale parce que ce n'est pas obligatoire, mais c'est notre souhait. Si l'objectif ici est de produire l'huile de palme et la mettre en avant sur le marché, naturellement, il existe des préalables. S'agissant de ces préalables, donc, quels sont-ils? Un expert, une fois encore, nous répond. Nous pensons déjà à une certification juridictionnelle. Au niveau de la certification juridictionnelle, l'unité de certification va être plus grande. Ça peut être aussi, je prends le cas de Cameroun, ça peut être par exemple l'arrondissement. L'arrondissement peut décider d'être une unité de certification. Évidence pour l'exploitant, la certification passe par le respect des normes. Et pour le faire, il faudrait bien attendre 17h30 lors de la fin de cette table ronde qui s'avère très très importante et très houleuse, surtout pour ceux-là même qui considèrent encore l'huile de palme comme une véritable denrée. Pour le 13h, Thierry Nana, Alex Limbe. Merci Alex Limbe. Parlons maintenant d'immigration. Au risque de perdre leur vie, les jeunes ne devraient plus emprunter les voies de l'aventure. Recommandation faite aux jeunes au cours de la cérémonie de sensibilisation organisée à Sarmilima dans la région du Sud. Reportage signé Mireille Flore Defo-Fotso, Emmanuel Kweta. Les jeunes sont souvent impressionnés, appâtés par leurs proches et amis vivant à l'étranger. C'est pourquoi ils sont nombreux à vouloir émigrer et beaucoup ne vont pas dans des conditions réglementaires. Quelques-uns trouvent souvent la mort en cours de route. Il est donc important de les sensibiliser sur les risques encourus lorsqu'on va en aventure. Des migrations qui sont mal préparées parce que parmi ces risques, il y a la perte de vie. Il y a les maladies sexuellement transmissibles, il y a les grossesses indésirables, il y a les maladies indésirables, il y a même le risque d'être vendu en esclavage, si ce n'est pas la mort qui nous accueille. Pour cela, des films ont été projetés en guise d'illustration. Quelques personnes rapatriées, revenues de l'aventure, ont pu faire des témoignages, ce qui a édifié de nombreux jeunes. Nous devons éviter ces choses-là puisque ça nous amène, ça entraîne la perte en vie humaine et plusieurs autres dangers. J'aimerais dire à ceux qui n'étaient pas là
que cette sensibilisation était importante parce que ça nous permet de ne pas aller dans un pays sans les papiers. Le meilleur moyen d'éviter ce genre de choses est de rester au pays, de pouvoir mener bien ses études afin d'avoir des diplômes, des visas qui pourront nous permettre de traverser dans de bonnes conditions pour éviter. Désormais, les jeunes devraient mieux réfléchir avant d'aller en aventure. Et pour émigrer, il faut des conditions préalables avant tout déplacement, a recommandé l'initiateur du projet à ces jeunes. En santé, 6e édition de la conférence internationale sur les maladies à transmission vectorielle. Les échanges ont réuni lundi à Yaoundé chercheurs, étudiants et instances de décision sur le thème renforcement des systèmes de surveillance pour l'amélioration des maladies à transmission vectorielle en Afrique. Le compte rendu de cette rencontre avec Myriam Mazou, Bertrand Tassé. Lutter contre les moustiques et faire reculer les maladies à transmission vectorielle, c'est la quintessence de la 6e conférence internationale sur les maladies à transmission vectorielle organisée ce 23 septembre à Yaoundé. D'après l'OMS, les maladies à transmission vectorielle représentent 17% des maladies infectieuses et sont à l'origine de plus d'1 million de décès chaque année dans le monde, d'où l'enjeu de cette rencontre. Les moustiques constituent un danger pour la santé humaine. Il est important que des chercheurs se réunissent, chacun dans son laboratoire, pour partager les résultats qu'ils ont obtenus dans les stratégies de lutte contre ces moustiques. Le combat contre ces maladies à transmission vectorielle, que sont entre autres le paludisme, la fièvre jaune et la maladie du sommeil, peut être renforcé, sauf que le chemin est encore parsemé d'embûches. La résistance des moustiques aux insecticides, la grande diversité des espèces de moustiques vecteurs qui représentent parfois des comportements différents, la plasticité génétique et écologique des moustiques. Ces obstacles entravent sérieusement les opérations de lutte antivectorielle telles que la moustiquaire imprégnée d'insecticides, qui est l'outil de prévention le plus utilisé dans le monde. Cette 6e conférence est tenue autour du thème renforcement de systèmes de surveillance pour l'élimination des maladies à transmission vectorielle. Toujours en santé, la dépigmentation volontaire de la peau est dangereuse pour la santé et l'économie. Une semaine de sensibilisation a été organisée à cet effet dans la ville de Douala par le réseau de défense des droits des consommateurs. Les esthéticiennes sont impliquées dans ce vaste projet qui a été présenté à la presse. Vanessa Kamdem, Guy Fotso pour plus de détails. Les méfaits de la dépigmentation volontaire de la peau, une fois de plus scandés dans la ville de Douala. Une action du réseau des défenseurs des droits des consommateurs, soucieux de l'impact socio-économique du phénomène sur le pays. Ceux qui le font de manière conventionnelle vont dire qu'ils trouvent leur compte. Mais nous avons vu que ça tue le made in Cameroun, ça tue l'industrie locale, dans la mesure où les essences naturelles qu'on peut promouvoir ne sont plus valorisées, à l'instar des essences telles que le Nîmes et des produits non ligneux. Des esthéticiennes et des coiffeuses se sont impliquées dans le combat, matérialisé essentiellement par la sensibilisation de la population. Nous inviterons tous les salons de beauté à venir prendre contact avec les dermatologues pour qu'ils puissent sensibiliser sur l'utilisation des produits cosmétiques. Et à la longue, nous voudrions que le ministère du Commerce puisse aussi empêcher l'entrée des produits cosmétiques néfastes, décapants sur le territoire camerounais. Les produits utilisés pour la dépigmentation volontaire de la peau sont aussi nombreux que dangereux. Ils véhiculent des maladies telles que le cancer ou les anomalies cardiovasculaires. Tous les produits peuvent être dangereux. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Puisqu'il y a un certain nombre de médicaments qui sont détournés de leur utilisation originelle pour en faire des produits éclaircissants exactement. Parce que dans ces produits, il y a un certain nombre de substances qui ont des propriétés éclaircissantes.
L'opération menée à Douala par le réseau des défenseurs des droits des consommateurs rentre dans le cadre de la 3e édition de la semaine de lutte contre la dépigmentation volontaire. Ouvrir dans la Ménois, plus précisément dans la localité de Kouni. Là-bas, la terre est source d'emploi pour les jeunes à la période des semences comme à celle des récoltes. Une diversité d'activités génératrices de revenus est développée. Les destinations des récoltes sont les grandes métropoles telles Douala et Yaoundé. Les détails avec Eric Matané. Les activités génératrices de revenus sont créées autour de l'exploitation de produits vivriers cultivés dans les différents villages de l'arrondissement de Kouni. César est conducteur de moto. Son activité consiste à transporter les sacs de vivres que récoltent les planteurs dans les champs, la route n'étant pas accessible aux voitures, pour les déposer dans des magasins de stockage. Souvent à Chalcom, porter les sacs. Pour quitter Chalcom pour Mindo, c'est un filet, c'est 1000 francs. On transporte un filet à 1000 francs pour quitter Chalcom pour Mindo. Je cherche moto, taxi, je cherche un basculaire, je porte les sacs. Les voitures pick-up à leur tour se chargent de transporter ces sacs pour remplir les camions destinés aux livraisons dans d'autres villes du Cameroun et pays voisins. Ça dépend du chargement. Il y a un pick-up qui porte même 30 sacs. Comme le chargement de Douala, Yaoundé. Le chargement de Gabon porte même 20 et 25 sacs. C'est un charge plus non. Avec la tête, on déborde. Oui, et on renforce la voiture jusqu'à. On met les roues. Même jusqu'à 7 kg. On peut porter comme ça. À côté se trouvent des chargeurs qui s'occupent de décharger et charger les camions d'une capacité de 20 tonnes. Une activité qui nourrit son nom. Par jour, je peux même gagner au moins 5 000 comme ça là, par jour. Comme ça là. En quittant le Blanca et la main, je charge souvent sur la voiture. Ces activités génèrent d'importants revenus au quotidien pour de nombreuses familles. C'est avec cette information, mesdames et messieurs, que nous fermons cette édition de la Miss Jeunesse Canada Internationale. Merci de nous avoir suivis. Très bel après-midi à vous. Au revoir.